Prêt pour l'impact, c'est la question. Vous le savez que je pose tous les jours à une personnalité qui compte dans notre économie, dans notre société. Et j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Giordano. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes déléguée générale de la Fondation BNP Paribas. On va commencer par une question toute simple de présentation de cette fondation. Quel est son champ d'action? Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui? Une des plus anciennes fondations en France. Déjà, ça donne un petit peu la taille. Donc, c'est vrai qu'on a l'avantage de l'expérience, plus de 40 ans derrière nous, avec une seule obsession, c'est l'égalité des chances. La jeunesse, qu'est-ce qu'on peut faire pour les générations futures? Et dans le monde actuel, c'est vrai qu'on peut se poser cette question. Et puis, on déploie ça en 3 axes. Donc, il y a la solidarité, massivement. C'est plus de 50% de notre budget qui est vraiment focalisé sur comment aider les jeunes aujourd'hui. Et ensuite, on a une partie environnementale qui est vraiment précieuse aujourd'hui. Il s'agit de biodiversité et climat. Et une partie de mécénat culturel très, très engagée aussi. Ouais. Donc, voilà. Donc, j'ai envie de dire que c'est l'innovation sociale qui nous intéresse et l'impact. Ouais. C'est les deux obsessions que nous avons tous les matins quand on arrive au bureau. C'est déjà 2 belles obsessions et on va les détailler. Mais c'est vrai que l'aspect culturel, c'est votre monde d'une certaine façon. Qu'est-ce qui fait que vous avez basculé, d'essayer de rejoindre la Fondation BNP Paribas? L'envie d'être utile, l'envie d'impact. C'est vrai que j'avais l'impression qu'avec un simple micro, comme vous le faites Thomas, tous les jours, on peut être utile, on peut donner des bonnes infos qui permettent aux gens de réfléchir et surtout d'agir. Mais j'avais l'impression qu'on pouvait faire encore un petit peu plus. Et puis après des années, passer effectivement, soit derrière le petit écran, soit derrière le micro avec France Inter, j'avais envie de faire un peu plus. Et surtout, je trouve qu'en France, il y a encore beaucoup de choses à faire pour faire progresser le mécénat. Donc je me suis dit, bon, allez, on essaye de mettre un petit peu, un tout petit peu, un petit peu d'eau dans le moulin, et voir comment si ça peut tourner un peu dans le meilleur sens. Ça fait combien de temps? Ça fait 5 ans. Et quel bilan? Donc on peut faire un bilan. On peut faire un bilan. Alors une note, vous mettez une note? Non, vous? Non, moi je mets une note effectivement sur l'immense capacité qu'ont les associations aujourd'hui en France à se transformer, à faire justement de la transformation sociale environnementale. Après, on voit qu'il y a des choses positives, d'autres un peu moins. On voit que c'est un milieu qui est très actif. On le sait, c'est 10-12% du PIB. C'est le pays d'Europe d'ailleurs en France où il y a le plus grand nombre de bénévoles. 20 millions de personnes qui se retroussent les manches pour faire des choses comme ça dans un monde non marchand. Et on a besoin de ça quand même là aussi dans le monde d'aujourd'hui. Donc il y a des choses comme ça très positives. C'est un milieu où il y a beaucoup d'innovation sociale, beaucoup de jeunes qui sortent justement de Paris Agrotech, d'HEC, de l'ESSEC, de Sciences Po et qui ont envie pas forcément de bosser dans des grandes entreprises, mais de se dire, voilà, je vais essayer moi aussi d'avoir les questions que je me suis posées moi sur le tard. D'être utile. Donc ça, c'est vraiment bien. On a vraiment des femmes, des hommes très engagés, des gens aussi qui sont dans les entreprises et qui font du mécénat de compétences. C'est important, je le vois tous les jours. Moi, chez BNP Paribas, il y en a vraiment des centaines et des centaines. Donc ça, c'est important. Et puis après, on va se dire que par rapport aux Américains, aux Anglais, il y a un petit peu moins de recherche d'impact, donc il y a peut-être des progrès à faire. Mais c'est surtout, pour moi, la clé, c'est de créer des nouvelles alliances, de se dire, voilà, il y a le monde du privé, il y a le public qui souffre un peu, il y a de moins en moins de subventions, et de moins en moins de politiques publiques capables de répondre, l'État est plus là, l'État-providence, ça se trouve, est même en train de disparaître. Donc du coup, il faut créer des alliances privées, publiques, société civile, citoyens. Et ça, il y a vraiment un beau chantier. On peut le faire qu'ensemble. Et je voyais vos précédents invités. On peut le faire avec des fondations familiales, des entreprises familiales. On peut le faire avec des gens qui sont à la recherche dans toutes les boîtes, avec la RSE, d'inclusion d'une certaine manière. Et voilà, donc ça, c'est tous ensemble qu'on y arrivera. Oui, on va détailler ces différentes actions. Mais là, alors, déjà, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Ça veut dire que dans le fonctionnement de la Fondation BNP Paribas, vous allez chercher forcément des partenaires. Vous êtes rarement les seuls à activer un plan, une action, une aide. C'est même devenu un principe aujourd'hui. Pour bien agir, on n'agit pas seul. On ne va jamais seul dans un combat, donc on essaye toujours d'agir en coalition. C'est vraiment, on a remarqué que c'était une des clés quand même du succès. Donc on va chercher des partenaires chez AXA, chez L'Oréal, chez Kering, etc. Je ne vais pas toutes les citer, mais c'est vrai que suivant les sujets... C'est pas seulement leur argent, c'est leur expertise. C'est leur expertise, leur manière de faire, leur cible. Voilà. Et on essaye d'avoir un maillage territorial. Donc je parlais de la jeunesse, par exemple, si on se dit... Voilà, on veut qu'il y ait plus de jeunes mentorés parce qu'on sait qu'on a remarqué que ça marche. On parle toujours d'impact. Un jeune qui n'a pas le capital social, qui n'a pas de livre chez lui, qui habite dans un petit 2 pièces où ils sont à 9, etc., où il y a du bruit, il ne peut pas faire ses devoirs, c'est sûr que s'il est aidé et mentoré, il va plus réussir et tous les chiffres le prouvent. Il a 92% de chances de plus d'avoir son bac et souvent il l'a avec mention. Donc ça marche, donc on s'y met à plusieurs. Si je parle de biodiversité et climat, là aussi, parfois, on a fait avec la Fondation Gates notamment un très beau projet pendant des années qui aidait à l'émergence d'une nouvelle génération de scientifiques en Afrique. Parce qu'on sait que ce sont effectivement souvent les femmes en Afrique qui sont leaders, qui sont sur le terrain, que ce sont elles qui font avancer la recherche sur le changement climatique. Et en fait, on a financé un programme pour avoir de plus en plus de scientifiques
hommes et femmes, en Afrique, dans certains pays, et pour qu'ils puissent justement eux-mêmes prendre en charge et adresser ce problème. Vous évoquiez la baisse de subventions. C'est pas seulement américain, parce que c'est vrai que dès qu'il est arrivé au pouvoir, Donald Trump supprime USAID. Alors, il y a certains des programmes qui ont été redonnés à des agences de l'État, mais enfin, bref, USAID, c'est des mannes d'argent qui ont disparu du jour au lendemain, mais c'est vrai aussi de l'Europe, c'est vrai aussi de la France. Vous le voyez dans les sollicitations dont vous faites l'objet ? Énorme. C'est-à-dire que là, on est en train de vivre une crise totalement historique, même une crise vraiment de plaque tectonique. C'est-à-dire que vous me demandiez le bilan au bout de 5 ans, là, ce que je vois, c'est qu'on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire qu'on est à un moment donné où il y a énormément de problèmes. En plus, il y a de nouveaux problèmes, par exemple les fake news, etc. Et par ailleurs, il y a un désengagement total à la fois dans les pays et à l'international. USAID, l'aide américaine, a baissé de plus de 80%. Donc là, on est face à la Croix-Rouge, on est face à Médecins sans frontières, on est face à énormément de grosses ONG. Je pense au HCR aussi pour le problème des réfugiés. Ils sont en train de devoir licencier des milliers de personnes. Ce n'est pas des centaines, c'est des milliers. En France, on a effectivement les politiques publiques. Vous voyez la dette que l'on a. On ne peut plus vraiment frapper à leur porte. Et puis, on a aussi dans les collectivités locales, parfois ce sont même des choix politiques, idéologiques, des gens qui décident effectivement de retirer leurs subventions. Là où ils mettaient 50 000 euros, ils n'en mettent plus que 5 000. Donc vous voyez, ça fait vraiment de grosses difficultés à adresser dans un monde qui est en plus en train de basculer. La bonne nouvelle, c'est que très souvent, on l'a vu pendant le Covid et pendant d'autres crises, c'est que quand on connaît de telles crises structurelles, conjoncturelles, eh bien, c'est peut-être le moyen de trouver des opportunités et de nouvelles idées. Mais ça, c'est l'optimisme qui vous parle. C'est pas si simple, bien sûr, mais c'est peut-être le moment, justement, de se dire... trouvons justement de nouvelles solutions. On parle souvent, vous avez parlé juste avant, effectivement, de ce qu'on peut faire pour le climat. On voit bien, on arrive à des niveaux de pollution, etc., dramatiques, dans les océans, partout, etc. Donc peut-être que là aussi, justement, il faut mettre plus d'argent. La philanthropie au niveau mondial, uniquement pour l'environnement, c'est 6% de la philanthropie totale. Donc c'est très peu par rapport aux enjeux. Le mécénat environnemental, on pourrait l'appeler comme ça. Il est vraiment trop peu développé. L'argent va beaucoup, et c'est normal, vers le fait de soigner les enfants en Afrique, régler la malaria. On a vu la Fondation Gates, j'en parlais tout à l'heure. Mais effectivement, sur cette question-là, si seulement toutes les entreprises européennes se disaient, on va faire comme avec le Covid, on va tous mettre le paquet, on va mettre vraiment beaucoup d'argent pour essayer de trouver des solutions pour régler le problème du dérèglement climatique et de l'érosion de la biodiversité, rien que ça serait il faut des décisions fortes. Il ne faut pas juste, effectivement, quelques fondations, c'est très bien ce qu'on fait, c'est essentiel même, mais il faut faire plus. Il faut, effectivement, prendre de grandes décisions. Alors, et puis, je parlais des dérives idéologiques. On le voit en ce moment dans les débats au Sénat, effectivement, il y a des fondations qui sont ce qu'elles sont, mais qui, effectivement, ont un projet politique. Très souvent marqué à l'extrême droite. Et effectivement, il y a de la place, il y a une démocratie, on écoute tout le monde, mais il faut aussi surveiller qu'est-ce qu'on veut faire avec le mécénat. À quoi ça sert le mécénat ? Je disais aider les générations futures, aider les jeunes, faire en sorte qu'il y ait moins de pollution. Ça me semble effectivement des sujets d'intérêt général. Il y a la question de l'intérêt général, désolé d'aller là-dessus, mais elle est fondamentale. Et aujourd'hui, on ne sait plus qui fait de l'intérêt général. Les fondations, souvent, en font et prennent le relais. Alors, on va parler d'environnement, on reviendra à la cohésion sociale après. Il y a ce programme notamment qui s'appelle Climate and Biodiversity. Alors, de quel financement on parle et quel type de projet vous accompagnez ? Alors, ça fait plus de 15 ans qu'il existe et c'est vrai que c'est pas mal aussi de savoir que là aussi, ça fait des années qu'il y a des chercheurs qui ont déjà un petit peu avancé. On n'a pas attendu la crise récente. Je pense que c'est important aussi de savoir que c'est le plus gros programme de mécénat environnemental en France avec 7 millions d'euros. Il était de 6 millions auparavant. 1 million de plus, notamment quand il y a eu les problèmes avec la recherche américaine, quand les chercheurs avaient moins d'argent. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut aider cette année 11 chercheurs qui vont vraiment essayer d'avancer. Ce sont d'abord des chercheurs qui disent une première chose. Ils disent, on a besoin de votre argent. Il n'y a pas assez d'argent quand on est à l'IRD, au CNRS. On les a sélectionnés avec un jury de scientifiques internationaux. Donc, on sait qu'ils sont de haut niveau. On sait qu'on a là, moi, c'est un chercheur qui me l'a dit, c'est pas moi qui le dis, on a les meilleurs programme aujourd'hui de recherche sur la biodiversité et le climat avec ces 11 personnes. Ils sont basés un petit peu partout, en Portugal, en Espagne, dans le sud de la France, etc. Et ils travaillent sur différentes régions, sur différentes géographies. Donc, il y en a un qui, par exemple, bosse sur tout ce qui se passe dans le golfe du Sénégal. Il y en a un autre qui va bosser sur la Guinée, un autre qui travaille sur la Méditerranée, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait
moins de plancton abîmé, moins de plastique, la pollution des plastiques. J'imagine que vous avez vu comme tout le monde ces images qui sont effrayantes. Voilà, pour essayer de voir ce qu'on fait avec les récifs coralliens. On sait que c'est important, c'est le poumon, un des poumons de l'océan, le corail. Voir comment est-ce qu'il peut être impacté, plus résilient, etc. Voilà un petit peu la description de ces 11 chercheurs. Et parmi les 11 chercheurs, bien sûr, il y a des chercheuses. J'espère bien qu'il y a des chercheuses et de l'importance. J'ai vu que c'était important dans votre œil. De promouvoir d'avoir une parité. Les femmes scientifiques. C'est des thèmes dont on parle souvent dans cette émission. Alors là aussi, vous avez le recul puisque ça fait 15 ans. Quel type de programme vous avez accompagné et où ils en sont aujourd'hui? Sur quoi ça débouche? C'est de la recherche fondamentale, ça peut déboucher sur des solutions très concrètes du concret. Qui sont à l'œuvre aujourd'hui? On privilégie le concret. Je prendrais peut-être juste un exemple, c'est Franck Courchamp, qui en plus, sur LinkedIn, il a récemment écrit qu'il avait été décerné, il a eu le titre de meilleur chercheur au monde dans son domaine. Et son domaine, c'est les espaces invasifs. Alors ça paraît être une expression comme ça un peu compliquée, mais en fait, vous savez, quand il y a des guêpes qui arrivent, des frelons asiatiques, etc., des insectes, et ils sont de plus en plus nombreux. Vous savez, avec le réchauffement de la planète, ce sont des dérèglements, et ça peut abîmer des champs et de maïs, des champs de cultures de toutes sortes, etc. Donc il a fait un calcul aussi très scientifique sur les coûts économiques de ce que ces dérèglements avec ces espèces invasives, de tout ce que ça peut... Et le fait de parler d'argent, effectivement, tout le monde s'est dit, on va essayer de faire un programme pour lutter contre ce dérèglement, lutter contre le fait qu'il y ait de plus en plus d'espèces invasives, etc. Donc voilà, le fait de faire des calculs, de fournir de la data. En fait, si je résume ce programme, ce qui est important, c'est d'avoir de la data, de l'information scientifique pour mieux agir ensuite et faire en sorte que, on essaye de prendre les bonnes décisions. Si vous voulez peut-être que je sois encore plus explicatif, je peux vous prendre un autre exemple. C'est Amandine Cornille, qui est une chercheuse, qui est une des rares à travailler sur les arbres fruitiers et de voir, on le sait, on dit parfois qu'il y aura peut-être plus de champagne en Champagne, mais il sera peut-être du coup dans le nord de la France et non plus en Champagne. À cause justement de ce réchauffement, les arbres fruitiers poussent différemment, font des fruits différents, etc. Donc c'est ce qu'elle est en train d'analyser. Et ces études, très concrètement, on l'espère, d'ici 3, 4, 5 ans, pourront faire en sorte qu'on puisse toujours cultiver des poires, c'est important dans telle et telle région. C'est important pour les agriculteurs. Il y a des appellations d'origine protégée, par exemple l'abricot dans certains départements du Sud, qui vont peut-être disparaître parce que la sécheresse est telle qu'il va falloir changer de culture. On parle de biodiversité de climat, de l'influence du réchauffement climatique sur la biodiversité. On parle aussi de conséquences économiques et bien sûr de conséquences sur notre santé. Voilà, tout est lié et c'est ça qui est intéressant dans une recherche qui nécessite beaucoup d'argent. C'est des programmes où effectivement chaque chercheur a plus de 500 000 euros pour travailler pendant 3-4 ans. Justement, c'est là-dessus que je voudrais vous interroger maintenant, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, le mécénat environnemental, ça représente moins de 6%, moins de 5% de la philanthropie mondiale. Et vous dites, je vous cite, plus que jamais, la recherche scientifique a besoin d'un appui solide au travers d'alliances du secteur public et privé pour mener à bien ses travaux. C'est là-dessus que je voudrais qu'on se concentre, l'alliance du secteur public et privé. Là, en l'occurrence, les programmes, les chercheurs ou les chercheuses, les scientifiques que vous accompagnez, ils sont financés par le secteur public, mais sans l'argent privé, qu'est-ce qui leur arriverait? Les programmes s'interrompraient, ou ils mettraient beaucoup plus de temps? Ils mettraient plus de temps, ou alors ils n'aboutiraient pas, ils n'accéléraient pas. Enfin, moi, ce que j'aime bien dans l'idée d'une fondation et du mécénat, c'est que ça joue un rôle d'incubateur et d'accélérateur. C'est vraiment le levier qui va permettre justement à un chercheur de se dire, moi, je voudrais vraiment arriver à ça en 2 ans. On lui permet, parce que malheureusement, il n'y a pas assez d'argent. Mais ce qui est bien, c'est de se dire, c'est pas grave s'il n'y a pas assez d'argent au CNRS. Ce qui est bien, c'est de se dire, on va faire des coopérations. Et il faut, peut-être dans l'esprit, français, se dire, arrêtons peut-être avec des préjugés idéologiques, de se dire que c'est impossible que l'éducation nationale et les laboratoires publics ne puissent pas travailler avec le privé. Le privé n'est pas l'ennemi, l'entreprise privée n'est pas l'ennemi, le patron n'est pas une figure comme ça, qu'on résume à 2-3 grands patrons français en se disant mon Dieu, etc. Et c'est vrai que si on prononce le mot philanthrope ou philanthropie, parfois on a des images un peu et des préjugés négatifs qui arrivent. Donc voilà, moi je donne ces exemples pour montrer à quel point ça peut avoir un impact dans la vie quotidienne de chacun. On parle de science, c'est presque un engagement politique. Quand on entend Donald Trump à la tribune des Nations Unies dire que le réchauffement climatique, c'est l'arnaque du siècle, soutenir les scientifiques, c'est faire de la politique. Exactement, mais de toute façon, tout est politique, Thomas, on le sait, même ce que vous faites en ce moment même, interviewer, c'est politique. Mais c'est vrai qu'on parle d'intérêt général. Quand on parle de politique, c'est au sens, effectivement, faire de la grande politique ou de la politique. Oui, mais les attaques contre la science, elles sont autrement plus importantes et elles viennent d'autrement plus haut.
en termes de pouvoir et de caisse de résonance qu'avant. Mais est-ce qu'un homme politique a seul le pouvoir? Non, il y a le pouvoir économique qui compte. C'est pour ça que ce qui se passe dans les entreprises privées est important. Quand elles décident de faire du mécénat et de mettre de l'argent, effectivement, pour s'occuper de l'intérêt général et du bien commun, c'est important par rapport à ce que peut décider un président ou un homme politique, qu'il soit président de région ou président d'un pays. Ce qui est intéressant, c'est de voir le poids qu'on peut avoir et effectivement, comment on peut faire bascule, comment on peut faire levier. Et moi, je crois qu'effectivement, bien sûr, je ne suis pas naïve, bien sûr que c'est compliqué. Mais c'est pour ça qu'on a décidé de mettre 1 million d'euros supplémentaires en se disant qu'il y avait des chercheurs américains qui, aujourd'hui, ne peuvent plus faire leurs recherches. Ils nous alertent en ce moment. On est en contact avec tous les centres de recherche américains. Ils nous disent, le prochain Covid, ça va être compliqué. S'il y a une prochaine pandémie, et on sait que les zoonoses sont là, sont classifiés dans les principaux problèmes qui risquent de nous arriver, effectivement, il n'y aura pas les mêmes possibilités aux États-Unis. Donc, c'est à l'Europe, aujourd'hui, de se préoccuper, justement, de cette souveraineté scientifique, de la même manière qu'elle se préoccupe de sa défense et de sa souveraineté alimentaire. C'est un sujet vraiment fondamental, et de mettre juste 1 million d'euros, c'est formidable, mais c'est toujours pas suffisant. C'est pour ça que j'en appelle vraiment à chaque grande entreprise, et même les entreprises familiales, chacun peut mettre au pot, que l'on mette 10 000, 50 000 ou 1 million d'euros pour le mécénat environnemental. C'est fondamental aujourd'hui. Et il faut s'adresser pour ça, par exemple, à la Fondation de France, qui est un organisme qui fédère, qui chapeaute. Voilà. C'est pas de dire, bah, tiens, on va donner plus à BNP Paribas ou je ne sais quoi. Non, mais il faut vraiment agir collectivement, vraiment dans un souci de bien commun. Et il y a urgence. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a urgence. Il faut tirer la sonnette d'alarme. On va parler de récits, de nouveaux récits ou de nouveaux imaginaires. Et il y a une tradition dans cette émission, c'est que l'invité du Grand Entretien pose une question à celui ou celle qui va lui succéder la semaine suivante. C'est Anne-Catherine Péchineau, la patronne d'EasyCash, qui vous pose cette question. Bonjour Isabelle. Dans le cadre de vos fonctions à la BNP Paribas, vous soutenez depuis de nombreuses années des démarches de mécénat fortes, notamment en faveur de l'environnement. Quel rôle attribuez-vous aujourd'hui à l'art, et en particulier au cinéma dont vous êtes familière, dans la conduite du changement face aux enjeux environnementaux? Est-ce que vous pensez que la création artistique puisse faire émerger de nouveaux récits narratifs qui seraient capables de transformer durablement nos représentations, nos imaginaires et, in fine, nos comportements de consommation? La réponse est oui, 3 fois oui. Et effectivement, c'est aussi pour ça que j'aime le cinéma et la télé. Je pense qu'effectivement, ça peut avoir une influence, une sorte de soft power sur nos comportements au quotidien, mais aussi sur nos préjugés, peut-être nos biais cognitifs. Et je pense qu'effectivement, raconter le monde, raconter pas seulement les dangers que court le monde en ce moment, mais raconter aussi les solutions, raconter comment on peut le transformer, comment chacun peut être acteur. Je pense que c'est important. Je prendrais des films, voilà, des exemples, les films de ce qu'ont fait Mélanie Laurent, Cyril Dion avec Demain, par exemple, sur toutes les innovations, même dans l'éducation. Et puis, effectivement, bien sûr, on connaît les grands films, Al Gore, etc., qui nous ont alertés. Donc, je pense que c'est important aujourd'hui de s'appuyer sur le monde des récits et le faire, bien sûr, avec toutes les possibilités. Est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'on a été trop anxiogène, trop il y a eu à un moment donné culpabilisateur même moi qui suis écolo, effectivement, j'allais plus voir les films qui nous faisaient flipper, c'était faire avec des déversements de pollution, etc. On a besoin d'être alerté, mais on a surtout besoin de sentir qu'on a un esprit libre, capable d'agir par soi-même. C'est intéressant. C'est comme dans l'éducation, vraiment ce qu'on fait. Enfin, il y a beaucoup de gens avant nous, à 5 colonnes à la une, on disait que les journalistes étaient des instituteurs souriants. Mais effectivement, je pense que c'est une belle définition. Mais surtout pour reparler de 5 colonnes à la une ici. Mais je pense qu'effectivement, il faut peut-être se dire que comme on élève un enfant, l'idée, c'est de favoriser son esprit critique et de l'aider à réfléchir. C'est ce qu'on fait tous. On est là, on donne des informations, mais on aide surtout les gens à réfléchir. Et le cinéma, avec toutes ces technologies aujourd'hui, que ce sont les plateformes, ou passer par Netflix, etc., HBO, mais passer aussi par tout ce qui se passe sur YouTube. Je pense à Inoshtak, ce qu'il a fait. Enfin, voilà, parler à un maximum de public pour les sensibiliser, les aider à réfléchir, c'est bien mieux que de faire juste le discours anxiogène. Et on voit bien, ça ne marche pas quand il n'y a que du discours anxiogène. Ça n'est plus suffisant, ça c'est sûr. Et ça rejoint d'ailleurs cette question des nouveaux récits, la désinformation dont vous parliez tout à l'heure. Je vais vous citer encore: la désinformation constitue aujourd'hui un défi majeur pour la démocratie et la cohésion sociale. Au travers de notre programme Engagement citoyen, et c'est de ça dont on va parler, nous soutenons l'éducation aux médias et la lutte contre la désinformation. Ces programmes, en quoi ils consistent? Et pourquoi vous avez décidé
de les activer en quelque sorte. En fait, l'idée, j'ai créé un laboratoire d'exploration et d'innovation dans la Fondation il y a quelques temps, il y a 2-3 ans, en se disant on va explorer un peu les défis de demain. L'idée, c'est de travailler au changement systémique. C'est le fameux, on ne va pas seulement donner du poisson, on va apprendre à pêcher. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour demain, pour changer les habitudes, mais surtout, quels sont les prochains défis de demain. Donc, on a créé ce laboratoire et on a bien vu tout de suite, dans les grands dangers, il y avait la lutte contre la désinformation, les fake news. Et c'est vrai que je crois que dans les dernières études de Davos, la pollution, l'environnement, etc., la guerre, tout ça arrivait dans les 5 premiers dangers. Mais aujourd'hui, la lutte contre les fake news apparaissent dans les 4-5 premiers dangers. Donc c'est effectivement quelque chose qu'on a voulu prendre en considération, parce qu'en plus, les fake news sont partout. Il y a les fake news scientifiques, les platistes, etc. Aujourd'hui, vous pouvez croiser quand même des élèves de 5e qui vous disent la Terre est plate, etc. C'est quand même spécial. Il y a un vrai danger de santé publique sur les vaccins. Là, on voit aux États-Unis que c'est à l'œuvre et que ça risque d'arriver en Europe. Et les fake news, effectivement, au niveau de la politique, au niveau de la cohésion sociale, etc., etc. Donc on le voit, les fake news sont partout. Elles mettent en danger aussi les entreprises. Le monde économique est perturbé par tout cela. Et donc du coup, on s'est dit, on va essayer de choisir 1 ou 2 ou 3 très bonnes associations. Là aussi, on va chercher l'impact, l'innovation. Et on a identifié notamment, je ne peux pas toutes les citer, mais Lumière sur l'info, avec un journaliste qui travaille encore à TF1, Damien Fleureau, et je pense qu'il fait un travail exemplaire. Il a notamment un camion de l'info qui circule partout en France, un petit camion jaune qui va dans les grandes villes, mais également dans les petits villages, expliquer ce qu'est l'information, ce qu'est un journal papier. Il y a des gens qui découvrent ce qu'est un journal papier, mais en tout cas expliquer la manière de faire. Et ça ne concerne pas que les jeunes. Il y a beaucoup aussi de personnes de plus de 50 ans qui sont très sensibles aux fake news, qui ne regardent que les réseaux sociaux. Et l'idée, c'est d'aller vers une information juste et vérifiée. Et c'est ce que je disais, d'essayer de former je sais pas, à peu près 5000, 6000 jeunes citoyens éclairés pour le futur. C'est un peu l'ambition, parce qu'on essaye de chiffrer les choses et de se dire, voilà, si on peut arriver chaque année... Il y a un effet boule de neige. Chacun de ces citoyens formés va pouvoir passer les Et j'ai cité Lumière messages. Sur l'info. Il y a bien sûr d'autres associations qui font ce très très bon travail, mais elles ont besoin d'argent et elles ont besoin d'aide. Allez, il nous reste moins de 5 minutes. On va terminer avec la solidarité, la cohésion sociale. C'est 50% du budget de la Fondation. Il y a notamment, on va faire un focus, ce projet Banlieue qui fête ses 20 ans. Et donc, c'est une bonne raison de faire un bilan. De quoi s'agit-il ? C'est quoi le projet Banlieue ? Alors, c'est un programme qui est assez unique en son genre, parce qu'il aide uniquement les associations de proximité. Donc, l'idée, c'est d'aider les toutes petites associations. C'est pas forcément des gros montants. Donc là, on est vraiment dans l'aide. Vous voyez, c'est un peu dans les mailles du filet. C'est là où l'État n'arrive pas toujours à aller, dans tel et tel quartier, dans telle et telle ville. Là où souvent, il y a besoin de plus de cohésion sociale. Et c'est vraiment sur des axes très, très simples. Le vivre ensemble, la cohésion sociale, l'éducation et l'insertion professionnelle. Ouais, c'est vraiment 3 axes très très forts, mais qui permettent, comme me l'a dit un jeune, un jour j'étais dans le quartier des Aubiers à Bordeaux, c'est un jeune qui travaille pour une association que j'aime beaucoup, il s'appelle Les Déterminés, et qui nous a dit, voilà, si notre association n'était pas là, le quartier exploserait. Tout est dit, et vraiment on est là pour ça, pour essayer de les aider à faire le lien et faire en sorte qu'effectivement on vive un petit peu mieux tous ensemble et on améliore la vie quotidienne des gens qui vivent dans ces quartiers. Mais alors c'est très pointilliste avec donc si c'est un peu d'argent un peu partout. Quoi, Je vous donne les chiffres, en 20 ans on a aidé plus de 1500 associations, près de 2 millions de bénéficiaires, donc c'est pointilliste mais en même temps c'est ce qui permet d'avoir de l'impact. C'est les trous dans la raquette que et vous c'est disiez, les trous dans la ça. raquette parce que si on n'est pas là il n'y a personne d'autre. Souvent la mairie n'a pas assez d'argent pour les aider, etc. Donc l'idée c'est d'aller là où il n'y a pas grand-chose, pas grand monde. C'est un peu notre principe même d'action à la Fondation. Quand je vous parlais de mécénat culturel, on va souvent aller là où il y a très peu d'argent dans tel domaine culturel, le hip-hop, la danse contemporaine, le jazz, etc. Donc ça, c'est important aussi de se dire qu'il faut agir de manière effectivement très ciblée. Il y a vraiment une manière de faire, de repérage en fait. Avec une difficulté, j'imagine. Comment vous les détectez et comment vous les contrôlez aussi ? C'est-à-dire, plus il y a d'associations aidées, plus cette question doit se poser. Vous avez raison, c'est un vrai sujet. J'ai même envie de dire que c'est de plus en plus un sujet. Et vous pouvez faire confiance quand même à un banquier. En général, un banquier surveille toujours où va l'argent et à qui il est donné. Donc, il n'y a pas 1 euro qui peut être donné à une association qui pratiquerait des malversations, quelles qu'elles soient. Et comment vous les sélectionnez ? Et on s'aide aussi de l'IA. Maintenant, c'est nouveau. Voilà, avec l'IA, on peut désormais aussi, on s'appuie sur un chercheur, Hugo Micheron pour ne pas le citer, qui nous aide effectivement et qui fait un
gros travail aussi, grâce à l'IA, de repérage de tout ce qui peut être effectivement extrémiste dans telle ou telle association. Comment vous les sélectionnez? Ce sont elles qui viennent à vous? Ce sont des élus, des citoyens, des clients ou des collaborateurs qui vous disent tiens, à cet endroit-là, on peut être essentiellement des collaborateurs, et c'est la force, je pense, de ce réseau de salariés dont je parlais, très engagés, des femmes, des hommes qui sont sur le terrain, et puis qui à force aussi, effectivement, il y en a certaines qui sont clientes, pas toutes, pas forcément, c'est pas ça la logique, mais en tout cas, c'est de voir qu'est-ce qui se passe de bien dans le quartier et d'aller justement pointer, repérer, eux ils font un truc bien, et ben on va les aider, et on va les aider à grandir. Et bien souvent, en 20 ans, on a pu voir telle et telle association. Je vous ai parlé des Déterminés, mais je pourrais vous parler de Viens voir mon taf, que vous connaissez peut-être, puisque c'est aussi une ancienne journaliste. Il y a pas mal d'anciens journalistes quand même qui font de l'associatif. Virginie Stallman, qui effectivement, avec Mélanie Taravant, a réussi à aider ces jeunes qui n'ont aucune possibilité de faire des stages, à part ce qu'on appelait à un moment donné, en rigolant, les stages kebab. Effectivement, on essaye de faire en sorte qu'un jeune puisse sortir de son quartier pour avoir accès comme ceux qui sont bien dotés, ceux qui ont le capital social et culturel. On va essayer de leur en donner aussi à ceux qui n'en ont pas beaucoup. Et je pense que ça, c'est important, effectivement, de voir à quel point ces petites associations de projets banlieue ont grandi et sont devenues aujourd'hui de très grosses structures. Merci beaucoup Isabelle Giordano d'être venue nous présenter les actions de la Merci de mettre la lumière sur tous ces gens qui font des trucs chouettes. Il y en a beaucoup. Et on essaye d'être dans cette démarche positive, malgré le backlash, malgré le retour de bâton, montrer qu'il y a un mouvement de fond comme ça et qui continue d'avancer. Et c'est aussi le contre-récit qu'il faut poser. Parce que si on ne parle pas fort, d'autres parleront plus fort que nous pour dire des choses qui sont moyennement intéressantes. Merci beaucoup. Merci et à beaucoup, bientôt Thomas. sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Start-up et innovation.